Bonjour à tous, bonjour Jean. Bonjour Cédric. Rendez-vous important aujourd'hui, nouveau rendez-vous. On va s'amuser en fait à pronostiquer l'avenir. Grâce à toi, on se tutoie dans la vraie vie, Oui. donc autant le faire au naturel. Alors pourquoi toi? Pourquoi Jean Pagési tout à coup va nous livrer justement ces pronostics? Parce que tu es au cœur du marché automobile, de par ton activité en fait de conseil et de courtier en location longue durée. Tu as une analyse assez juste et assez fine du marché automobile, et surtout tu as déjà le retour de tes clients, de leurs envies, et tu as aussi le retour et l'expérience de certains constructeurs. Donc tu es le mieux placé d'entre nous pour nous dévoiler ce que seront les 6 prochains mois. Quels sont pour toi les modèles qui vont marcher en 2018? Alors si on devait faire ressortir 3 modèles, je dirais en numéro 1 le Volvo XC40, ensuite le BMW X2 et enfin le Volkswagen T-Roc. Que des SUV. Que des SUV. Les amoureux des SUV vont adorer, les autres un peu En moins. fait, des voitures qui cochent pas mal de cases qui sont aujourd'hui nécessaires pour bien marcher. Donc c'est des SUV, malgré toutes les critiques, la mode reste aux SUV. C'est des SUV qui ont des gabarits relativement compacts, donc qui émettent pas trop de CO2 et qui fiscalement vont pas être trop pénalisés. C'est des SUV de marque qui ont le vent en poupe, et voilà, c'est très important, Volvo, notamment Volvo. Et c'est des SUV qui seront disponibles en version hybride ou avec des moteurs essence qui émettent pas beaucoup de CO2 et qui sont performants. Donc voilà, ces voitures-là cochent toutes ces cases-là, donc rationnellement ça ne peut que marcher. Alors, autre question, pour ceux qui détestent les SUV, il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a tout à coup un modèle qu'on n'aurait pas vu venir, mais qu'on aimerait bien en France? Voilà, suivez mon regard, je pense à Alpine. Qu'est-ce que tu pronostiques pour l'Alpine? L'Alpine, on aimerait beaucoup que ça marche, voilà, parce qu'on est fan de voitures. Ça fait longtemps qu'un constructeur français ne nous a pas parlé de plaisir de conduite. La voiture est esthétiquement réussie et en plus elle a un positionnement qui est hyper intéressant, parce qu'à l'heure où les sportifs deviennent finalement presque trop puissantes et trop lourdes, elle propose un agrément de conduite centré sur la légèreté, et ça me semble ça me semble dans l'air du temps. On vient d'aborder les succès. Est-ce qu'il y aura des insuccès, peut-être même des échecs en 2018? Alors il y a des voitures sur lesquelles on a quelques doutes, on va dire. La C4 Cactus qui remplace la C4, on a un peu de mal à voir la pertinence. Je sais. Ouais. Mais donc on a un peu de mal à serrer la pertinence du positionnement. Aujourd'hui, quand on parle de C4 à un client qui hésite entre une C4, une Mégane, une Golf, la C4 paraît tout à fait à sa place. Je suis pas certain que la C4 Cactus, avec ses vitres arrière qui s'ouvrent pas à compas, soit adaptée. Tu te rends compte le détail qui tue. Enfin, indépendamment de ses qualités. Et là, une image qui est, à mon avis, moins haut de gamme, moins valorisante que les concurrentes classiques Golf, Mégane 308. Ouais, malgré la rénovation dont elle vient de faire l'objet. Et alors, autre modèle sur lequel tu parierais moins, il y en a d'autres? Il y en a un autre, ça va pas faire plaisir à cette marque, mais la DS7, on n'est pas non plus hyper. On est assez. Enfin, on aimerait que ça marche, mais on n'est pas certain que ça marche, parce que le modèle est un peu surchargé esthétiquement. Ça fait finalement assez longtemps qu'on le voit. Alors raconte-nous, parce que quand tu reçois des clients qui seraient éventuellement intéressés par DS7, est-ce qu'ils font ce cheminement-là justement? Ils te disent, qu'est-ce qu'ils te racontent? Ils ont entendu parler de la voiture, donc ils commencent à la regarder, et puis finalement, dès qu'ils étudient un peu plus en détail, ils préfèrent la sécurité et partir sur un modèle de marque plus, on va dire plus renommé, type Volvo, BMW, Mercedes, Audi. Bon, écoute, tu vois, ok, très bien, on prend note. Retour sur 2017. Entre nous, on se connaît, il y avait des pronostics, il y a eu des surprises en 2017. Est-ce que tu peux nous en dresser la liste? Moi, je crois qu'on s'est tous trompés sur le CHR. Le Toyota CHR, qui avait un design. C'était un SUV. C'est un SUV, mais il avait un design extrêmement clivant, qui avait des conséquences sur le confort aux places arrière. Donc on n'était pas forcément très optimiste quant à ses chances de succès. Mais la voiture a extrêmement bien marché. C'est un SUV compact, c'est un design qui est très clivant mais qui plaît, et qui est disponible en hybride. Donc finalement ça répondait à un vrai besoin sur ce marché, et en plus c'est le seul dans sa catégorie, ou pratiquement le seul, à être disponible avec ce type de motorisation. Donc voilà, ça a extrêmement bien marché, et de manière assez surprenante pour nous. Alors il y a eu aussi des mauvaises surprises, peut-être que peut-être que le mot est fort, en tout cas pour moi. Ce sont lesquelles alors? Surprise, je sais pas. Il y a des modèles qui ont moins bien marché que prévu, clairement. Nous on attendait énormément du nouveau Q5. Le Q5 il y a 5 ans c'était vraiment la vedette des SUV. Les gens ils rêvaient du Q5. On a énormément de gens qui ont pris des Q5. Enfin, c'est un modèle qui a marché, et même quelques mois avant la fin de carrière la précédente version, ça marchait extrêmement bien. Oui, c'était phénoménal. C'était phénoménal. On n'avait jamais vu ça. Et en fait, le nouveau, il fait moins rêver. C'est une voiture. En fait, c'était autrefois la voiture qui fait rêver. C'est devenu la valeur sûre. Voilà. Aujourd'hui, dans la catégorie, le modèle vedette, c'est le XC60.
c'est plus le Q5. Pour Volvo, c'est tapis rouge. En fait. Exactement. Ils ont extrêmement bien renouvelé leur gamme. Et voilà, ce qui a marché sur le XC60 en 2017 risque fort de marcher en 2018 sur le XC40. Alors, hybride, à nous entendre, on n'a que ce mot-là à la bouche. Quel type d'énergie tu vois performer en 2018? L'hybride encore? L'électrique peut-être? Ouais, en fait, on est dans une situation un peu paradoxale parce que d'un côté, on a un discours ambiant qui est très anti-diesel, avec des marques qui disent qu'elles vont arrêter le diesel, des villes qui parlent d'interdire la circulation des diesels, et de l'autre côté, il y a une réalité fiscale qui est encore favorable au diesel. Nous, nos clients, c'est quand même beaucoup des sociétés, donc les sociétés payent des taxes assez lourdes sur les voitures, donc l'aspect CO2 est très important. Donc, je pense qu'il faut distinguer plusieurs catégories. Clairement, pour les petites et moyennes voitures, le diesel va pratiquement disparaître et va être réservé aux très très gros rouleurs. Voilà, il y a 3 ans, on vendait 90% de Golf en TDI. Aujourd'hui, on les vend finalement en essence. Aujourd'hui, c'est des voitures qui sont moins chères en loyer en essence qu'en diesel, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans, parce que la valeur de revente des diesels était plus forte que celle des essences. Okay. Ensuite, pour les voitures routières, je pense que le diesel va rester majoritaire, parce que pour ces voitures-là, c'est le type de motorisation le plus adapté à leur utilisation. Quelqu'un qui fait que de l'autoroute, aujourd'hui, la meilleure solution, ça reste le diesel. Et pour les très grosses voitures, type les gros SUV, qui émettent structurellement beaucoup de CO2 parce qu'elles sont des voitures qui sont à la fois lourdes et peu aérodynamiques, sans hybride, on ne pourra plus s'en sortir. Je donne un exemple précis. Ouais. L'année dernière, avec ce 530D, je crois qu'il y avait un malus de 3 000 € environ à la mise à circulation de la voiture. Donc c'est un montant qui est important, mais pour une voiture à 80 000 €, finalement, ça reste, on va dire, supportable. Aujourd'hui, les normes d'homologation ont changé, ce qui fait que la voiture à moteur équivalent émet plus de CO2. En plus, les barèmes des malus ont été durcis, ce qui fait qu'aujourd'hui, la même voiture n'a plus 2 500 ou 3 000 € de malus, mais elle a 9 500 € de malus. Donc ça l'élimine pratiquement. C'est un montant qui est devenu complètement dissuasif. C'est énorme. Et aujourd'hui, même la personne qui va beaucoup rouler va se dire, il est hors de question que je paye ces montants-là de taxes, et je vais prendre, si elle veut un X5, elle va prendre un X5 en hybride, même si finalement la version diesel était plus adaptée à son utilisation. La fiscalité devient tellement lourde et tellement complexe que finalement, dans certains cas, ça pousse les gens à prendre des décisions qui ne sont finalement pas rationnelles. On a abordé les pronostics sur l'énergie. Il reste un point à aborder, c'est celui du financement. Oui. Aujourd'hui, en tout cas en 2018, comment nous tous allons financer nos automobiles? Les loyers vont devenir quasiment la règle pour chacun ou pas? Alors, on sent que clairement il y a un mouvement fort vers la location, qu'on est en train de passer d'une logique de détention à une logique de consommation de la voiture. Après, il y a un autre point qui milite en faveur de la location, c'est qu'on est dans une période de forte incertitude sur les valeurs de revente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'achète un SUV hybride par exemple, je ne sais pas du tout à quel prix je vais le revendre dans 3 ans, parce que peut-être que mon SUV sera complètement obsolète parce qu'il n'a que 30 km d'autonomie électrique, là où dans 3 ans on en fera peut-être une centaine. Donc finalement, la location permet de transférer le risque de revente vers un tiers. Donc c'est un argument fort en faveur de ce type de financement. Donc ça, combiné au mouvement naturel vers la location, je pense que la location va continuer à prendre de l'importance. Après, il ne faut pas non plus être trop caricatural et pas penser que la location c'est l'avenir et comparer à l'achat qui serait la solution du passé. Il faut finalement opter pour le mode de financement qui est adapté à son utilisation. Et aujourd'hui, pour beaucoup de personnes encore, l'achat est la solution la plus adaptée. Tu observes des choses en ce moment assez étonnantes. Les loueurs longue durée, les constructeurs parient sur des prix de revente qui n'ont jamais été aussi différents. C'est ça? C'est ce que tu observes? Oui, c'est ce qu'on observe. En fait, là où il y a 3 ou 4 ans, il y avait des consensus de marché assez forts sur des catégories de voitures. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et finalement, des loueurs peuvent avoir des hypothèses de revente très différentes sur les véhicules hybrides, par exemple. Ce qui fait que d'un loueur à l'autre, on va avoir pour un véhicule équivalent des loyers, 30 ou 40% d'écart sur des loyers, alors qu'il s'agit du même véhicule financé avec les mêmes services. Et heureusement que tu es là pour faire. Bah oui, nous ça nous va bien. Finalement, plus le marché est complexe en termes de prix, plus la fiscalité est importante et compliquée, plus notre rôle de courtier et de conseil est légitime. Donc moi, ça me va très bien. Il y a la règle des 1%, tu nous en as fait part. Faut pas en parler, faut pas en parler. Non, mais en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on analyse finalement la performance d'une offre de location en faisant un ratio entre le loyer de la voiture et son prix catalogue. Qu'est-ce qu'un bon loyer? Voilà. Et aujourd'hui, nous, on communique sur notre site avec des offres sur 15 000 km par an. Ouais. Aujourd'hui, une très bonne offre de location longue durée, sans apport, c'est quand on arrive à avoir un loyer qui est de 1% du prix d'achat de la voiture. Par exemple, quand on arrive sur une voiture à 40 000 € à avoir un loyer à 400 € sans apport, c'est qu'on a une offre extrêmement performante entre les mains. Merci Jean en tout cas pour ces éclairages qui sont
qui sont passionnants, parce que encore une fois, je le répète, hein, Jean est au cœur du réacteur et du marché automobile. D'ailleurs, c'est ouvert 24 heures sur 24 grâce à Internet. Ouais, Si on a besoin justement de renseignements, de conseils ou d'un prix, tu es là. Voilà, on peut appeler, on peut même se déplacer. On a des bureaux à Paris, des bureaux à Lyon. Donc si vous avez besoin de conseils pour avoir des voitures plus chères qui vous coûtent moins cher, il faut nous appeler. Voilà, j'en sais avec le ministre du budget de POA maintenant. Mais à tous, évidemment, merci beaucoup de votre fidélité. Commentez, n'hésitez pas, parce que c'est des sujets qui, évidemment, sont loin d'être clos. Et puis, à très bientôt.